103, compte rendu philosophique. A, communication, esprit, 13 300. 103, compte rendu. Il y a plusieurs faisceaux, ce qui implique différentes individualités, différentes personnalités. Ils se cherchent à travers de nous. Il valait mieux ne pas attendre, le prévenir, le voir, avant qu'il intervienne, le faisceau. On ne peut faire un parallèle avec les signes, les indications. Cela induit qu'on peut faire que les risques soient évités. Qu'en est-il de l'inconscient ou des faisceaux? D'où un rapprochement avec la vie intense. Il y a du relief. On peut faire en exemple citer le daimon chez les créateurs qui poussent les limites. Cela demande de voir, de sentir. Cela induit des directions qui donnent le vertige. On peut prendre l'image de la vague qui va balayer les certitudes par le fait de ressembler ce qui se ressemble ainsi. D'où un but commun et des natures différentes, car il arrive à se croiser et peut-être aussi à avoir une même convergence, être travaillé, être habité. Certaines fois, ils investissent les prophètes, les leaders. Il y a convergence, afin que cela profite à plusieurs. Davantage il y a de force, davantage il y a de faisceaux. Cela se sous-traite. Il y a une créature qui renvoie. Si on se rappelle, alors le faisceau pourra envoyer. Cela entraîne de donner une indication sur la vie qu'on vit ici. Pour les judéo-chrétiens, il y a une rédemption, une rectification, une modification du monde. Cela implique des sources dont il a émané le monde. Il peut être restauré. On peut faire le parallèle avant la chute. Il y a un mélange des cartes, une confusion instantanée pour que les choses ne soient plus à leur juste place. Quelle est la marge de liberté? Cela s'oppose à la rigueur et au démiurgique. Il existe une marge de manœuvre, une possibilité de création. Cela s'oppose d'avec les animaux. Comment remonter où il y a bifurcation, hiatus? Pourquoi il y a eu un nuage de fumée? Qui a brouillé les cartes? Il y a eu un nom, N-O-N, aux dieux. On leur a volé le feu du ciel. Qu'en est-il du pôle féminin? On peut faire le parallèle avec le pôle de la tentation, le paradis programmé, le démiurgique. Il est formé de tout, mais il n'a pas le désir. D'où vient le désir d'exister? Est-ce un grain de sable dans la machine? L'Église s'est protégée du désir. Qu'en est-il pour Bouddha? Quand on est libéré du désir, qu'arrive-t-il? Cela s'oppose à une vie intensée, insensée. Peut-on aller plus loin, continuer? Qu'est-ce le désir? Est-ce le désir démiurgique de durée? Ce qui s'oppose au désir originel. Il y a rupture à un moment consommé. Est-il possible de sortir de l'exil? Qu'est-ce l'exil en l'être humain? Qu'est-ce l'exil à l'extérieur? Comment se sortir et développer un état de liberté? Comment s'oppose à la rigueur le démiurgique, à l'inflexibilité? Par quels moyens sortir de l'exil? On n'est pas que l'émanation de l'information. Qu'en est-il de l'arrêt des faisceaux? C'est un effondrement métaphysique, un effondrement de l'être. Les faisceaux ne pouvaient pas aller plus loin. Et par rapport à ceci, qu'en est-il de l'humanité? Il faut que l'humanité existe, s'incarne, avec une possibilité de fournir une solution sur Terre.
Dès que l'on a pensé, à partir de la chute, il y a eu une problématique de la chute et une chute en palier. Il y a une révolution spirituelle en dégénérescence, une philosophie du passé et du futur, d'où une du présent. En Occident, il y a une augmentation de la technique, une sophistication. On peut faire un parallèle avec la désertion de l'esprit, de coloniser l'environnement. Cela s'oppose au chamanisme, qui intègre l'environnement et met en valeur l'esprit. Qu'est-ce l'esprit? Cela s'oppose aux précurseurs de la technique. Qu'en est-il de l'être humain? C'est un partenaire. Il voudrait comprendre les dessous des faisceaux. Qui les ont mis au monde? Dieu n'est pas dans ces faisceaux. Qu'en est-il s'il y a de l'exil? Il y a alors une fonction réparatrice. Peut-on se servir des faisceaux, mais de ne pas les épouser? Et cela jusqu'au bout? Nous pouvons éventuellement avoir à nous détacher des systèmes de domination, comme ceux du nazisme, par exemple. Est-ce que l'humain peut transmettre, renvoyer, restituer une conformation vieille? Cela induit des renseignements sur l'humanité qui servent l'humanité. Peut-on repérer, sortir de son exil personnel? Cela implique se désenclaver de l'exil des autres et de ne pas être la visée secrète des faisceaux qui nous traversent. Cela s'oppose au moi, mais met davantage en valeur le ça de Freud. Et cela pour être au courant de ces faisceaux. Ainsi, il y a de la difficulté d'être emporté. Ainsi, en apathie claire. Qu'en est-il de Dieu? Dieu est entré dans l'histoire. D'où la naissance de la religion judéo-chrétienne. Qu'en est-il des contraires logiques par rapport aux faisceaux? Ainsi peuvent se mettre en place en métaphysique des révélations en chaîne, comme avec Platon ou Bouddha, entre autres. De la Chine à la Mésopotamie, il y a émergence des faisceaux dans l'histoire. Par exemple, avec Prométhée chez les Grecs et aussi les Titans. Les Titans sont chargés d'être en contact avec cette énergie. Les grandes religions du VIe siècle au IVe siècle avant Jésus-Christ, le judaïsme, le christianisme, cela implique l'histoire. On peut faire un parallèle avec l'incarnation des religions historiques. Qu'en est-il de l'exil? C'est un sujet rédempteur qui guide, qui indique un chemin. Mais l'histoire s'est déchaînée au moment de l'histoire humaine. Il y a ainsi des pouvoirs structurés qui se sont établis sur Terre, d'où les camps de concentration, les bombes atomiques. C'est un cadeau empoisonné. On pourrait presque dire que les dieux sont l'équivalent aux faisceaux. Comment être en contact avec les origines? Pour Jésus, cela passe par la croix. Qu'en est-il dans l'histoire? Il y a des faisceaux artificiels. Cela induit de la politisation à la base, que la créature va perdre et même reprendre ses repères. Cela s'oppose à l'histoire. Qui et avec qui? Nous avançons-nous vers une société équilibrée, mais résorbée, dans un paradis artificiel? On pourrait faire un parallèle avec les paradis artificiels ou leur déviance. Où prend naissance l'histoire? Il n'y avait pas de temps linéaire avant. Les Grecs et l'Orient sont à la base. Le temps était cyclique. L'ère n'avait pas de finalité. Certains êtres humains sont rentrés dans l'histoire. Le temps est un axe fédérateur et implique des enjeux évidents.
chacun voulait conquérir. Il est dit qu'un Messie reviendra. Alors les morts ressusciteront. Le marxisme s'est intéressé à l'égalité économique, les religions, à l'historique et aux droits et aux devoirs de l'être humain dans la cité. Par là où on est entré, il faut sortir. Qu'en est-il des axes? Nous existons autour d'un axe de politisation, car l'enjeu n'est plus au ciel, mais sur la terre, a priori. Chez les Grecs, avec Prométhée, on a attiré le ciel sur la terre. On était à même de voir la lucidité. Cela induit la conformité à une technoscience, d'où une religion, le laïc. Pour sortir de la chute, il fallait s'opposer à ces idéologies. Aujourd'hui, on vit dans un monde des objets. On vend des armes. Et après, on va aller soigner ces êtres humains. Est-ce pour s'acheter une bonne conscience? Ou pour s'acheter le droit de vivre? Ou même de mourir? On peut faire un parallèle avec l'hypocrisie constitutionnelle. Qu'en est-il de Faust? Il est rassasié de connaissances. Qu'en est-il de nous? Nous sommes rassasiés d'histoire. Les anges ne sont pas venus sauver les gens dans les camps de concentration. Qu'en est-il de l'objet? Qu'en est-il de la production dans la chaîne de production? Au XXe siècle, nous avons un démon dans notre machine. Cela implique l'existence de ceux qui entraînent dans l'histoire. Cela s'oppose à comprendre ce qui se passe.